Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de ce dimanche. Une situation urgente et un appel à accentuer les efforts en marge de la COP26 concernant le réchauffement climatique dont les discussions s'éternisent, sans avancée économique sur l'aide aux pays sous le seuil de pauvreté ainsi que sur la sortie des énergies fossiles dont Emmanuel Macron, le président de la République, a annoncé la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Nous verrons quels aboutissements peuvent être dressés. Des restrictions et un tour de vis en France en cause de la recrudescence des chiffres liés à la contamination au Covid-19. Les Pays-Bas vont reconfiner partiellement la semaine prochaine. L'Europe se prépare donc à l'arrivée de la 5e vague. Enfin, dans ce journal, nous vous expliquerons tout sur le changement prévu par le directeur général de l'entreprise Facebook, Mark Zuckerberg, qui a annoncé l'arrivée métaverse et de ce que cela va engendrer à l'avenir. Des discussions qui auront nécessité une prolongation en marge de la COP26 en Écosse et en particulier autour de la question financière, alors que la France s'est engagée dans de nombreux accords annoncés lors de cette 26e édition. Les 197 pays présents doivent et sont appelés à faire un dernier effort afin de suivre cet engagement. Mais quels aboutissements peut-on tirer? Les réponses avec Émilie Dubac et Meiki Supon. La COP26 s'est achevée hier. Cette conférence se déroule normalement chaque année, mais la crise sanitaire avait obligé son annulation l'an dernier. Son objectif est de rassembler les États qui se sont engagés en faveur de l'environnement face au changement climatique de plus en plus inquiétant. Cependant, certains d'entre eux n'ont pas ou peu agi et certains pays développent ont semble-t-il oublié de soutenir financièrement les pays les plus pauvres, alors qu'ils s'y étaient engagés. De plus en plus de grandes ambitions, mais surtout de nouveaux engagements, étaient donc attendus ces dernières semaines. La France est-elle arrivée à la COP26 avec de réelles ambitions et repartie avec de nouveaux engagements parfois inespérés? En effet, la France arrêtera désormais de financer des projets étrangers d'origine fossile qui ne prévoient pas de technique évitant le rejet du carbone, ce qui n'était pas gagné au début de la COP26. Ceci laisse imaginer plus d'investissements dans la production d'énergie renouvelable. Au-delà des financements, l'utilisation de gaz, de pétrole, va aussi finir par disparaître dans les pays puisque la France est alliée avec le Danemark et l'Italie et une dizaine d'autres pays afin d'atteindre cet objectif. Avec cette licence, il souhaite donner l'exemple à ceux qui utilisent encore trop d'énergie fossile malgré l'accord de Paris signé il y a 6 ans. La COP26 apprécie ces projets à long terme même si les militants souhaiteraient des changements plus rapides. On peut citer l'exploitation des forêts qui a été interrogée et qui a finalement abouti à l'engagement d'un arrêt de la déforestation d'ici 2030. Au total, 85% des forêts seraient ainsi protégées et des reforestations devraient avoir lieu. Pour le même délai, la France est aussi engagée avec une centaine d'autres États à diminuer ses émissions de méthane d'au moins 30% puisque ce gaz participe significativement au réchauffement climatique. La question des pays pauvres et leur impact écologique ont évidemment animé et compliqué les négociations. De plus en plus, ce sont souvent ces pays qui subissent les catastrophes climatiques. Ils attendaient donc un soutien et davantage de mesures, mais la plupart des engagements pris pendant la COP26 ne sont que des rappels ou des mises en application d'engagements pris lors d'autres accords comme ceux de Paris en 2015. Une situation épidémique en Europe qui nécessite le rétablissement de restrictions dans plusieurs pays en cause du retour à la hausse du nombre de contaminations au Covid-19. Alors que l'Autriche s'apprête à reconfiner la semaine prochaine les non-vaccinés, les Pays-Bas, quant à eux, prônent pour un confinement partiel. Face à l'approche d'une 5e vague, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé mardi les nouvelles mesures à venir avec cette 3e dose de vaccin obligatoire pour les plus de 65 ans. Retour sur cette situation avec Meiki Supon, regardez. Le président de la République Emmanuel Macron s'est adressé aux Français mardi soir. Le président a été très vigilant au sujet de la 5e vague du virus. Le président a annoncé une 3e dose pour mettre à jour le pass sanitaire pour les plus de 65 ans et pour les personnes les plus à risque face au virus. La dose de rappel devra-t-elle administrer 6 mois après la seconde injection au risque de perdre leur pass sanitaire? À ce jour, plus de 50 millions de personnes ont un schéma de vaccination complet
et plus de 51 millions de personnes sont primo-vaccinées. Emmanuel Macron a lancé un nouveau rappel aux 6 millions de Français toujours pas vaccinés, en raison d'une hausse significative des cas de Covid en France. 10 pays ont eu aussi une hausse inquiétante de l'épidémie. Il s'agit de la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Grèce, l'Hongrie, la Pologne, la Slovénie et les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui devient donc le premier pays d'Europe à se reconfiner en raison d'une flambée des cas de contamination, le pays qui enregistre plus de 16 000 cas par jour en 24 heures. C'est pour cela que le gouvernement a décidé que les bars et les restaurants et les magasins jugés essentiels fermeront à 20 heures. Et les magasins qui ne sont jugés que non essentiels fermeront 2 heures plus tôt, à 18 heures. Les citoyens sont appelés à accueillir chez eux que 4 personnes et à effectuer le plus souvent du télétravail. Comme chaque année, depuis les attentats du 13 novembre 2015, des cérémonies d'hommage se succèdent et ont lieu en France. Le Premier ministre et la maire de Paris ont observé une minute de silence devant le Stade de France, ainsi que devant les terrasses des restaurants du 11e arrondissement de Paris, ainsi qu'au Bataclan, avec cette année la présence de Kamala Harris, la vice-présidente américaine en visite sur le sol français. Elle a déposé une gerbe de fleurs en hommage. Le procès lui se poursuit des auteurs encore vivants de l'attaque et devrait se terminer courant 2022. À 5 mois du premier tour des élections 2022, doit-on s'attendre à ce que l'essayiste Éric Zemmour annonce le lancement de sa campagne le 5 décembre prochain au Zénith de Paris, qui prévoit d'accueillir jusqu'à 7000 personnes? En tout cas, son entourage l'affirme, ce sera probablement son premier meeting de campagne. Le 8 novembre dernier, Lisa, 17 ans, une jeune joggeuse, disparaissait. Elle a été retrouvée quelques jours après à 10 km de son domicile à Sablé-sur-Sarthe, faisant présager un kidnapping. La lycéenne a d'ailleurs annoncé ce vendredi avoir menti et ne pas avoir été kidnappée par 2 ravisseurs. L'adolescente est accusée de dénonciation d'infraction imaginaire. L'enquête se poursuit, un traumatisme qui pourrait être la cause de ce mensonge. À l'étranger, en Pologne, la Cour pénale internationale va être saisie par des activistes et ONG pour crimes présumés contre l'humanité commis par le gouvernement du Bélarus. Selon Varsovie, près de 800 migrants sont massés autour des frontières pour tenter d'entrer dans l'Union européenne. Alors que Joe Biden et l'ONU se préoccupent du sort des migrants, Bruxelles accuse le régime d'Alexandre Loukachenko de faire parvenir ces migrants par avion en représailles aux sanctions infligées. De son côté, Vladimir Poutine affirme que son pays n'a rien à voir avec cette crise migratoire. Un minibus frappé par une explosion, une mosquée prise pour cible de l'organisation djihadiste de l'État islamique LKA, faisant une quinzaine de blessés et 3 morts, ou encore la vente d'enfants, tant la situation en Afghanistan est critique depuis la prise de pouvoir des talibans. La situation économique est très instable et la population tente de survivre. Et comment expliquer cette telle situation? Décryptage et analyse avec Émilie Dubac et Meiki Suppo. En Afghanistan, la population ne cesse de s'opposer aux talibans qui sont au pouvoir depuis le 15 août 2021. Il est nécessaire d'analyser le contexte dans lequel les talibans ont obtenu, exercé, puis perdu le pouvoir il y a 20 ans pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Les 45 années de guerre qu'a vécu l'Afghanistan ont considérablement fragilisé le pays. Tout a commencé par la fuite du roi en 1973 qui a provoqué une guerre civile. Le pays a ensuite connu un régime communiste avant de revivre une guerre civile durant laquelle plusieurs groupes armés tentaient de prendre le pouvoir. Finalement, les talibans imposent leur régime en 1996. Ce mouvement islamiste prône un retour à un islam pur afin de contrer le chaos. Le pays est alors guidé uniquement par la charia, qui est la loi islamique. Ainsi, son interprétation rigoureuse rendait courant les lapidations, les tortures publiques. L'accès aux soins ou encore à l'électricité ne constituait pas une priorité pour les talibans, la population vivait dans la misère. Cependant, en 2001, le régime a chuté après l'intervention des États-Unis. En effet, pour lutter contre le terrorisme, les Américains, accompagnés d'autres pays, attaquent l'Afghanistan, qui aurait hébergé l'organisation islamiste Al-Qaïda et son leader. Mais les Afghans sont restés marqués par ces 5 années de persécution.
Dès la fuite du président au mois d'août dernier, beaucoup d'habitants ont donc essayé de fuir le pays par crainte des talibans. Ces derniers ont repris le pouvoir sans combat, ils se sont installés à Kaboul, puis ont imposé leur autorité dans tout le pays. Ils ont d'abord voulu rassurer la population, mais force est de constater qu'ils reproduisent la même chose qu'il y a 20 ans. Rapidement, ils ont d'ailleurs proclamé la loi islamique comme l'unique loi qui régit de nouveau le pays. La population vit donc la situation comme un retour dans un passé douloureux, même si les talibans semblent davantage s'interroger sur l'économie, l'éducation, la santé ou encore l'alimentation. Ces questionnements étaient absents, ou presque, dans leur discours entre 1996 et 2001. Les conséquences de la prise de pouvoir par les talibans sont nombreuses. Désormais, les femmes n'ont plus le droit d'aller à l'école et de travailler, ainsi les ressources des familles ont considérablement diminué. La famine touche aujourd'hui des millions de personnes dans le pays. La population afghane demande de l'aide internationale, mais la plupart des ONG ont quitté le pays suite à l'arrivée des talibans, alors que l'Afghanistan est depuis longtemps dépendante de ces aides. Les talibans semblent conscients des risques humanitaires et sanitaires que l'absence des ONG pourrait provoquer, puisqu'il aurait demandé à certaines de rester. Face aux idées du régime qui ne respectent pas les libertés et droits fondamentaux, elles se heurtent donc à des questions éthiques qui demandent de se positionner entre une coopération avec les talibans ou un abandon des Afghans. Les conditions de vie de cette population sont de plus en plus mauvaises. La vente des petites filles, une ancienne tradition, est alors redevenue courante. En faisant cela, les familles espèrent pouvoir sauver leurs autres enfants. Les Afghans survivent. Je vous propose à présent de décoller vers l'espace, ou plutôt de revenir sur Terre, puisque Thomas Pesquet est revenu de sa mission Alpha, dont l'objectif était de permettre l'étude du vieillissement, mais aussi d'élaborer de futures missions Terre-Lune. Le spationaute est en bonne santé, mais il doit maintenant se réhabituer à la gravité. Et puisqu'il n'y a décidément qu'un pas entre l'espace et la météo, quel temps est prévu pour ces prochains jours? Pierre-Emmanuel Alter, bonjour. Un temps visiblement qui ne sera pas au beau fixe. Bonjour Steven, bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour la météo de ces prochains jours. Et on va commencer par notre dimanche après-midi. Eh bien, elle a commencé sous la grisaille, elle va terminer sous la grisaille tenace dans une grande partie des régions françaises, avec parfois de la bruine ou des pluies fines selon les régions. Seront exceptés le pourtour méditerranéen mais aussi l'arc océanique. On retrouvera des averses localement orageuses sur la Corse à surveiller, ça pourra nous apporter quelques dizaines de millimètres là-bas, et Mistral et Tramontagne qui souffleront dans leur domaine. Et oui, tout au long de la semaine, on retrouvera ce vent de 60 à 70 km/h sur le golfe du Lion, sur la Corse, la vallée du Rhône ou encore le littoral méditerranéen. Côté température, on retrouvera des valeurs assez fraîches, voire de saison tout de même pour un mois de novembre. 13 degrés à Paris, 15 à Bordeaux, 17 à Nice. On ira jusqu'à 18 degrés à Ajaccio et Bastia, mais il se fera tout de même assez frais sur les sommets alpins, ce qui explique la neige, les quelques flocons, qu'on observera sur les Alpes ou encore sur les Pyrénées. Pour votre début de semaine, eh bien lundi, on conservera à peu près le même temps, c'est-à-dire un temps calme, mais avec de la grisaille assez tenace sur une grande partie des régions. Des nuages bas sur les plaines de nord-est seront possibles. On aura toujours des averses sur les Pyrénées, la Côte d'Azur ou encore la Corse. Et côté température, bien ça sera toujours assez frais, plus ou moins digne de la saison, me direz-vous. Ce sera peut-être tout de même en deçà de ce qui est espéré pour un mois de novembre. Mardi, eh bien peu d'évolution, toujours de la grisaille tenace sur une grande partie du pays, excepté le pourtour méditerranéen donc, et un risque d'ondée qui sera toujours présent en Corse. Des températures toujours relativement fraîches, mais de saison finalement. On s'en contente assez bien, on ira de 6 à 13 degrés selon les régions les plus chaudes à peu près durant ces premiers jours de la semaine. Enfin, mercredi, eh bien c'est toujours le même temps, on ne change pas une équipe qui gagne, me direz-vous. Et oui, donc toujours de la grisaille. Seul petit changement, l'arrivée d'une petite perturbation. Et oui, je dis petite par la Manche, puisque elle apportera simplement quelques ondées de faibles pluies seront observées sur ces régions. Les températures seront toujours fraîches et oui, la fraîcheur sera toujours de mise jusqu'à la fin de la semaine. Mais peut-être que les températures remonteront
pour le mi-novembre. Enfin, je vous en dis pas plus, je vous en rends l'antenne, Steven, et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous sur R1 mercredi. Vous avez rendez-vous avec Davy en mail pour l'entretien. Samedi, Romain vous emmènera à Paris puis au musée d'Orsay dans son émission à la découverte. Merci de nous avoir suivis de votre fidélité. Très bel après-midi à tous. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News. Samedi, retrouvez Romain depuis Paris pour un nouveau numéro d'À la découverte. Il vous emmènera en visite de la ville des Lumières à la rencontre des monuments incontournables de la capitale, ainsi que de sa riche culture, avec un arrêt notamment au musée d'Orsay. À la découverte de Paris et du musée d'Orsay, c'est samedi à 10 h sur notre chaîne YouTube.